Accord, désaccord avec Renaud Blanc. Et surtout avec Éric Fotorino et Régis Le Sommier. Régis Le Sommier de Paris Match. Éric, du magazine Le 1. Le 1 qui sort un numéro sur l'agriculture, changer ou mourir. On a tous cette image, et Régis va en parler, parce que je crois que Paris Match a repris cette image de Stéphane Le Foll. Absolument, en double page. Voilà, Stéphane Le Foll au Mans, avec les agriculteurs qui viennent dans son jardin. On en est là, de la désespérance des agriculteurs, Éric. Oui, vous savez, c'est une vieille histoire, parce que je me souviens comment Édith Cresson, je parle d'il y a longtemps, avait été chahutée par les agriculteurs, considérait que les socialistes se moquaient de l'agriculture en mettant une femme ministre de l'agriculture. Il faut se souvenir quand même de ça. Tous les ministres de l'agriculture ont été chahutés à un moment donné. Mais simplement là, la crise atteint un tel paroxysme dans l'impuissance. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis la libération des prix, notamment la dérégulation du lait, ces marchés du porc que plus personne ne contrôle, il y a effectivement le côté no future pour les agriculteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les petits agriculteurs qui sont les plus touchés, contrairement à ce qu'on dit souvent. Ce sont les exploitations qui ont suivi justement le modèle qu'on leur a, d'une certaine manière, sinon imposé, qu'on les a encouragés à développer de grosses structures avec beaucoup de machines, avec beaucoup d'intrants, qui sont tellement endettés que maintenant que les prix baissent, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont pris au garrot. Donc du coup, ils vont voir, c'est la démocratie directe façon agricole, on va voir le ministre chez lui. Et c'est le thème du magazine Oui. Le 1 sur cette désespérance des agriculteurs. Le ministre d'ailleurs qui dit, nous on l'a suivi un petit peu cette semaine, qui d'un Régis Le Sommier. côté, qui d'un côté proclame que il peut aider, et puis en même temps notre journaliste Marianne Agrépinay, il lui dit que voilà, la ministre peut pas tout faire, et que voilà, il y a des tangents, il y a des variables sur lesquelles aujourd'hui il a pas la main, quoi. Et ça, il y a une sorte de sentiment d'impuissance assez terrible, parce qu'en même temps Le Foll, c'est quand même quelqu'un qui est quand même relativement proche du monde de l'agriculture, hein. Il a fait des études donc il a un côté très enraciné, donc pour parler aux agriculteurs, pour aller dialoguer avec eux, c'est quand même quelqu'un qui est assez c'est une équipe de choc, c'est pas un novice, c'est pas quelqu'un qu'on a nommé là par hasard. C'est pas un cadeau d'être ministre de l'agriculture. Absolument pas, non, je crois pas. Et surtout dans l'Ouest, enfin, c'est des réalités très dures, hein. Il y a aussi, pour rebondir sur la désespérance des agriculteurs, il y a aussi ces taux de suicide phénoménaux qu'on rencontre dans cette profession. Je crois que c'est un agriculteur tous les 2 jours, ou quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans un contexte où on a une profession qui ne veut pas mourir, parce qu'elle a toujours eu ce côté, cette fierté, elle incarne quelque chose dans la psyché française. Les agriculteurs, ça reste le fond de Le secteur de ce que primaire, nous sommes. c'était le premier secteur en France après la guerre. Absolument. Et puis on n'a jamais été un pays industriel. On a eu de l'industrie, mais à la différence de l'Angleterre, des États-Unis ou de l'Allemagne, on est resté un pays agricole. On est resté un pays grégaire. Et dans le fond, ce qui fait un Français, c'est un paysan d'abord. On a ça ancré en nous. Donc de voir toute une catégorie comme ça, pas disparaître, mais en tout cas devenir en être réduit à une telle pauvreté, une telle misère, c'est presque les prolétaires. Moi, je me souviens, on avait fait un sujet sur le lait il y a quelques années. On avait titré les prolétaires du lait, c'est-à-dire que on allait voir ces gens qui vivaient dans des baraquements, tout ça pour faire pour pouvoir continuer à élever leurs vaches. C'était terrible. C'est vrai, mais c'est pas cette agriculture-là, encore une fois, qui souffre le plus. Moi, ce qui me frappe, c'est que cette agriculture familiale, les fermes, comme on disait autrefois, a quasiment disparu en France. C'est 20 000 emplois par an qui disparaissent. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de firme. C'est-à-dire que c'est capitalistique, hautement capitalistique. Cette ferme des 1000 vaches qui fait tant polémique aujourd'hui, pourquoi ? C'est parce que c'est un industriel du BTP qui est le propriétaire du capital. Donc, si vous voulez, ces agricultures familiales, on les a faites mourir au fur et à mesure, ces exploitations familiales. Et aujourd'hui, celle qui est vraiment la plus frappée, c'est cette agriculture industrielle, pour faire la synthèse avec ce que vous disiez, c'est-à-dire en effet, c'est plus une agriculture l'ordre éternel des champs, etc. C'est une agriculture massivement avec la chimie, avec la motorisation, etc., très équipée, très capitalistique, qui n'est plus détenue
par des agriculteurs. Le capital n'est plus entre les mains des agriculteurs, de moins en moins. En tout cas, évidemment, c'est une évolution. Et ça montre, je trouve, ce qu'on a vu avec Stéphane Le Foll, ça montre, c'est la pointe avancée de ce qu'est l'impuissance du politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'ils ils n'ont pas les leviers qu'il faut. Je vous renvoie donc au magazine Le 1 et puis à la couverture donc de Paris Match avec Stéphane Le Foll. Il n'est pas en couverture. Il est à l'intérieur, mais c'est notre sujet d'ouverture. Ouais, c'est le sujet double page, très important. Oui. On fait 8 pages sur ces agriculteurs, sur ces exploitations, et effectivement, on met en ouverture cette photo où le ministre est interpellé en pleine nuit par un groupe d'agriculteurs devant chez lui. Voilà. Régis, vous parlez des États-Unis, j'imagine, cette semaine dans Match. Alors, on a fait un gros dossier la semaine dernière sur Donald Trump. Évidemment, on a vu que cette nuit, il a encore doublé la mise. Enfin, il a remporté le Nevada. Voilà, largement, et que voilà, on 42%, 20 points d'écart avec ses poursuivants. Tout à fait, qui sont un peu au coude à coude. On ne sait pas trop de Martin Rubio ou de Ted Cruz, lequel des deux va émerger, lequel des deux va pouvoir un petit peu affronter Trump. Et on se demande si vraiment à ce stade-là, Trump n'a pas déjà gagné. C'est un phénomène étonnant. Oui, parce qu'on est passé quand même en quelques mois d'une candidature Trump en disant de toute façon ça va, il va se dégonfler très très vite, il est juste là pour faire son numéro. Ensuite on dit de toute façon il va être battu par les autres candidats républicains. Et puis là il caracole en tête. C'est-à-dire que là on le prend vraiment de plus en plus au sérieux quand même. Trump. Moi je reviens des États-Unis. Là j'y ai passé une semaine dans l'Ouest, en Californie, et j'ai remarqué qu'il y a en discutant avec pas mal d'Américains, d'abord on le sent. Il y a un événement assez significatif qui est l'abandon de la candidature de Jeb Bush cette semaine. C'est-à-dire que la dynastie des Bush ne va pas pouvoir se transformer en un troisième rejeton à la Maison Blanche, si je puis dire. Et on sent dans les difficultés d'Hillary Clinton aussi une sorte de volonté de la part des Américains. Je dirais pas de changement parce que le terme est un peu galvaudé. Il a été beaucoup utilisé de façon électorale par Barack Obama, mais en tout cas de ne pas revoir ce qu'on a déjà vu. Et je crois que dans l'aventure Trump, qui a plein d'autres explications, c'est pas simplement l'immigration, c'est pas simplement le durcissement de l'Amérique, c'est plein d'autres choses, mais on a une volonté en tout cas de dire terminer les dynasties, terminer. On a déjà vu Bush, on n'a pas envie d'en avoir un deuxième. Et Hillary Clinton, ça nous rappelle aussi les années Clinton, Bill, etc. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'aller par là? Du côté des démocrates, la tentation Sanders, en tout cas, je ne sais pas s'il arrivera jusqu'au bout. En ce moment, il a quand même quelques difficultés. Mais en tout cas, il y a ce sentiment qu'on est prêt à se donner et à se dire, bon, tentons l'aventure ailleurs parce qu'il faut que ça change. On ne veut plus de ce qu'on a déjà vu. Alors, on va parler d'Hillary, mais juste Eric, Trump, il vous inquiète de plus en plus ou pas? Moi, ce qui me frappe en écoutant tous ces débats et en assistant à la montée de Trump, c'est sur cette fascination pour les primaires qu'on commence nous à avoir ici. Mais il faut quand même pas oublier que si aujourd'hui on avait des candidats en France qui, dans une primaire, tiennent les propos que Donald Trump tient sur les migrants, qui tient sur les femmes, qui tient sur les hispanos, sur les Mexicains, etc., je pense qu'il y aurait quand même ce serait peut-être même pas possible. Donc moi je trouve que c'est intéressant, cette espèce de miroir inversé, de voir que la primaire aux États-Unis radicalise les positions. Et d'ailleurs Jeb Bush, il a même été amené à tenir des propos qu'il n'aurait probablement jamais tenus sur l'immigration, mais parce que les primaires radicalisent toujours un petit peu fort. Son côté modéré à Jeb Bush a été sa perte. C'est ça qui est assez terrible. C'est son côté, c'était le plus mesuré peut-être de tous. Il avait envie justement de contraster par rapport à son frère George W. Bush en disant non, je ne suis pas. Moi, j'incarne une autre ligne de familiale qui est plutôt proche du père. Il a été balayé. Il n'a pas pu la tenir. Pas du tout tenu. Voilà. Donc, Eric, et sur Hillary Clinton, c'est vrai qu'elle semble toujours en difficulté dans ses primaires. On repense forcément à sa primaire contre Barack Obama. On a l'impression que ça ne prend pas. Oui, et je pense qu'effectivement, ce qui a été dit à l'instant est assez juste, c'est que ce côté bis repetita, Clinton, on a vu, les États-Unis, c'est pas une monarchie, une monarchie avec des héritiers comme ça. Et je pense que ça ne prend pas parce que aussi, la radicalisation du discours, c'est quelque chose qui ne colle pas à la peau d'Hillary Clinton. Donc je pense qu'elle va être en difficulté non seulement dans son camp des démocrates, mais qu'elle n'est pas dans cette ère du temps
qui en ce moment souffle en Amérique. Je suis assez d'accord et en plus Hillary Clinton est en train de tomber. Alors je ne sais pas si ça marchera cette fois-ci, mais un peu dans le même piège que lui avait tendu Barack Obama en 2008. Moi j'avais suivi la campagne à l'époque, j'étais le correspondant de Paris Match aux US. J'avais suivi cette campagne, ce duel incroyable chez les démocrates entre Barack Obama et Hillary Clinton. Et Hillary Clinton, faut pas l'oublier, à l'époque avait commencé à gagner un certain nombre d'États traditionnels qui votaient pour l'institution et elle représentait et elle représente toujours un petit peu l'institution démocrate par rapport au challenger. Et là aujourd'hui, Sanders chez les jeunes, c'est assez significatif que ce vieux bonhomme de Brooklyn, ce vieux sénateur, etc., arrive à attirer autant et à susciter un tel enthousiasme dans la jeunesse. C'est assez étonnant parce que l'établissement malheureusement est incarné par Hillary Clinton et qu'elle peut tomber dans le même piège que lui avait tendu Barack Obama, c'est-à-dire ce piège du changement. Vous êtes le monde ancien, on a besoin d'idées nouvelles. Sanders et les jeunes, il y a un reportage, je sais plus sur quelle chaîne de télé que j'ai vu, qui était assez étonnant. On voit un jeune qui écoute Hillary Clinton et le journaliste pose la question, vous êtes venu pour Hillary? Et le jeune répond non, j'accompagne ma mère. En fait, j'ai trouvé que c'était finalement assez bon. Mais vous mettriez une petite pièce justement sur un match Sanders-Trump aujourd'hui ou pas? Alors le match Sanders-Trump, il peut être intéressant dans la mesure où il y a peut-être Michael Bloomberg qui se présenterait en outsider. Et là Bloomberg aurait une chance. Maintenant, si ça se fait, oui, ça montrera les espèces de surprises qu'on peut avoir, notamment avec le système électoral américain, où tout à coup il y a des gens qu'on n'attendait pas qui émergent. Ça, c'est une des qualités du système américain, c'est qu'il fait émerger. Il a fait émerger un Bill Clinton à une époque, un Barack Obama, des gens qu'on n'attendait pas du tout à ce stade. Et finalement, il y a toujours cette prime à quelqu'un de nouveau. Maintenant, c'est deux Amériques tiraillées, deux Amériques qui ne sont pas complètement opposées non plus. Il faut pas voir les progressistes du côté de Sanders et les réactionnaires du côté de Trump. Je pense que dans la dynamique Trump, il y a un côté, je l'ai déjà dit sur cette antenne et j'insiste, un côté entrepreneurial, un côté le self-made man que les Américains adorent chez Trump, ce côté clinquant, ce côté réussite qu'il a envie de donner et d'insuffler dans l'Amérique. On voit tous les mauvais côtés, le sexisme, voilà, des choses sur lesquelles les Américains sont visiblement prêts à passer, pas nous. Mais en attendant, voilà, il y a quelque chose il y a un vent, une sorte de vent nouveau en tout cas dans ces deux pôles apparemment extrêmes et opposés. On va parler des primaires toujours, mais cette fois-ci en France. Bruno Le Maire a annoncé sa candidature à Vesoul hier. J'ai compté, ça fait 8 candidatures déjà à droite. Alors tous ne seront peut-être pas forcément candidats et il manque quelques noms. On imagine que Nicolas Sarkozy va certainement y aller et peut-être d'autres. Voilà, on va arriver à une dizaine de candidats peut-être à droite. Est-ce que c'est pas un peu de la folie pour du côté des Républicains, Éric? Puis on verra ce qui vient à gauche. Moi, je vais répondre à cette question, mais en écho avec ce qu'on vient de se dire sur les États-Unis. Oui. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, 2 anciens présidents sont passés par des primaires et ont perdu. Ça a été Johnson, ça a été Truman. Ça veut dire que si on veut amener un président à la primaire, on peut aussi voir qu'il peut se faire taper, comme on dit, et ça a été le cas aux États-Unis. Sur la primaire en France et en particulier à droite, d'abord, moi je note quand même qu'on est dans un pays où les Français ont une relation avec la démocratie qui est toujours un petit peu particulière. Qu'un ancien candidat comme Nicolas Sarkozy, ancien président, mis en examen pour dépassement de frais de campagne, qu'on attende qu'il se présente, ça veut dire que on considère que tout ça n'est pas bien grave et que il peut y avoir une automaticité. Il a été ancien président et il peut être candidat, etc. Deuxièmement, le fait qu'on ait cette dispersion montre bien que ces primaires montrent le manque de leadership évident. Ouais. C'est que personne ne s'impose vraiment, puisqu'ils ont créé un parti républicain, mais ce parti républicain, c'est en fait une addition d'écuries où chaque clé n'ouvre pas toutes les serrures. Et donc on voit bien qu'effectivement chacun va se positionner à un moment donné, va devoir radicaliser là encore sa position pour être différent. Et il faudra, alors comme aux États-Unis, qu'il y ait une grande convention après pour dire non, on est tous amis et en fait on va être tous derrière un seul. Donc je pense que aujourd'hui, il faut quand même commencer à mesurer ce que sont les effets qui peuvent être pervers d'une primaire aussi ouverte. Est-ce qu'on fait de la démocratie augmentée? Est-ce qu'on considère qu'en effet, la démocratie, c'est que tout le monde puisse être candidat et comment? Dans quelles conditions? Comment on contrôle tout ça? Les bureaux de vote, est-ce que c'est fermé? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est semi-ouvert? Enfin, on voit bien cette affluence de candidats. Si on peut dire au premier regard, c'est bien, c'est la démocratie, sûrement, mais c'est aussi des perversions. Régis, il nous reste 10 secondes. Pour vous,
vous, c'est une machine à perdre pour la droite, la primaire ou pas? Non, parce que, enfin, je pense que comme pour la gauche, il peut y avoir, s'il y a une primaire à gauche, ça on verra, ce sera encore un autre débat. La semaine prochaine. Ça sera vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. Non, je crois que moi je vois la candidature de Le Maire, et je parlais justement du besoin ou du souhait de renouveau. Peut-être que c'est là aussi, grâce à la primaire, que peuvent émerger des différents candidats. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être marche aux États-Unis, qui est peut-être bien d'amener chez nous. Voilà. Accord, désaccord. Éric Fotorino, Régis Le Sommier, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. 8h57 sur Radio Classique. Dans un instant, la Bourse de Paris.